depuis que vous êtes venu habiter notre belle Provence. Grignon revenu, nos cigales chantent vos louanges, notre soleil brille avec plus de grâce. Que dites-vous de ce nouveau café hollandais que mon mari a rapporté de Marseille? Noir comme vos yeux, délicieux comme votre sourire, un peu moins vif que votre esprit. Je préfère les cafés d'Arabie. Faut-il vous mettre à genoux? Mon cœur, ma vie sont à vous. Et si vous me refusez votre pitié, je suis capable d'en mourir. Je veux qu'on grave sur ma tombe Sigy, le chevalier de Poivert, né à, peu importe, mort à Grignon, en l'an de grâce 1672, pour avoir trop aimé. Pauvre chevalier, relevez-vous, monsieur de Grignon ne va pas tarder. L'ingrat, vous quittez pour aller à la chasse? C'est bien vous qui pourrez chasser. Mon mari vous voit comme son ami, son secrétaire, son confident. Son factoton, son bouffon, son parasite. Nourri et logé au château, familier et accueilli partout comme le chien de la maison. Et comme le chien qui vous lèche les doigts, je me glisse près de vos jupes sans éveiller la méfiance. Pourquoi prendre les armes contre soi-même et ménager des bontés qui ne demandent qu'à se répandre? Le roi nous donne l'exemple. Parmi les femmes de votre condition, en connaissez-vous une qui ait vécu dans le mariage comme dans un couvent? Madame de Montglat, et du dernier bien avec votre oncle Bussy. On a vu Madame de Longueville avec la Rochefoucauld, avec Nemours. Madame de Montbazon n'a rien refusé au maréchal de Concours, ni à Ronville. Madame de Châtillon préfère les abbés. Madame de Lonne est passée de Beuvron à Candale, de Candale à Marcillac, de Marcillac à Beuvron, de Beuvron à De Guiche, de... Dois-je encore vous dire, chevalier, que j'aime mon mari? Vous êtes une originale. J'aime cet homme et je n'en cherche pas d'autre. Je n'ai jamais respiré plus largement le bonheur que depuis que j'ai rejoint ici, monsieur de Grignon. Ce ciel, cette heureuse province, ce château, ne sont que l'écrin qui abrite notre union. Par lui, j'ai tout, et je ne demande rien de plus à Dieu que de multiplier des journées toujours identiques et toujours nouvelles. Depuis combien de temps êtes-vous mariée? Vous le savez comme moi, 3 ans en janvier. C'est beaucoup. En 3 ans, on sait tout d'un homme. On ne sait rien de l'amour. Vous n'avez peut-être jamais rencontré de femme heureuse. Beaucoup. Et je me flatte de dire quelque chose. On dit que les femmes vous ont ruiné. J'en ai aussi ruiné quelques-unes. Et aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Je ne suis plus qu'un gueux, mais si riche de bons souvenirs. François! Oubliez Françoise avant que l'ennui de vous entendre ne lui ôte le plaisir de vous voir. Est-ce que ce n'est pas monsieur de Grignon qui revient? Avec l'abbé. 2 lièvres. Et moi, rien. Oh, un café, monsieur. Ah, volontiers. Avec plaisir, madame la comtesse. Le courrier est arrivé? Non, monsieur le comte. Alors, donnez-nous la charade. Mon premier marche derrière l'abbé. Ma seconde porte la couronne. Mon troisième invite les fidèles à quitter l'église. Mon tout est une humeur calme et heureuse. Mon premier marche derrière l'abbé. Je ne vois pas. Mais si. AB. A, B, C. Elle porte la couronne. Là. Mon troisième invite à quitter l'église. IT, Missaès. Donc, c'est réalité. Ah. Bravo, bravo. Vous êtes trop fort pour nous. Hein. Merci, mon garçon. Vous pouvez desservir. J'ai fait un rêve cette nuit. Jésus était sur la croix et criait « Vite, un clou! Je glisse !» Mécréant. Je crois, Madame la Comtesse, je crois. J'admire l'œuvre de Dieu sur terre. Les oiseaux, les petites fleurs, les confessionnaux. Quelle admirable invention. Je renoncerais à bien des plaisirs, rien que pour m'enfermer dans cette petite boîte avec une petite femme toute rouge de péché.
Hein, l'abbé, vous ne soutiendrez pas que ça vous déplaît. Ah, moi qu'on me serait dit. Vraiment? Je pensais que le prêtre partageait la souffrance du pécheur. Madame la comtesse n'imagine pas. Si ma sultane était de bon, on entendrait un beau carillon. Nous venons de croiser monsieur l'intendant qui se rendait à Beaucaire. Alors, bonne nouvelle, le Rhône est de nouveau franchissable. On a rarement vu une telle crue en été. Dont les orailles en Bourgogne. La vendange est perdue. Monsieur, le courrier. Ah, pour vous, mademoiselle de Sévigné. Ainsi que celle-là. 2 lettres? Ne vous moquez pas de ma bonne mère. Laquelle est la plus ancienne? Ce mardi 12e de juillet, vous dirai-je, ma chère fille, que j'ai passé la semaine dans un état d'inquiétude inconcevable. Voilà le second ordinaire qui ne m'apporte aucune nouvelle de mon enfant. Que fait-elle? Pourquoi n'écrit-elle pas? Est-elle malade? La poste a-t-elle égaré mes lettres? On dit qu'il y a eu des orages et que ce grand vilain Rhône est entré dans une effroyable colère. Je me rappelle trop, ma chère fille, dans quelles alarmes m'a jeté votre traversée à Avignon, l'année passée. Au milieu des tourbillons, vous auriez pu 100 fois périr. Et monsieur de Grignan qui vous laisse conduire la barque. Que j'ai de mal à comprendre à Marie en cette occasion. Monsieur le coadjuteur n'a jamais le bras fatigué. Maintenant, il réclame pour l'église des bénédictines. Envoyez-lui 200 pistoles, avec mes compliments. Ici, la pluie est continuelle et nous gâterait jusqu'aux joies que je n'ai pas. Je pense à vous tout le jour et rien ne me distrait. Je vous cherche et tout me rappelle ma douleur d'exister sans vous. Je suis seule. Si c'est être seule que de promener votre souvenir dans mon cœur. 200 pistoles. Je relis vos lettres et je pleure. Je passe devant votre portrait et je pleure. La nuit, s'il m'arrive de sommeiller un peu, je me réveille en sursaut dans l'idée qu'il vous est arrivé malheur. Quinette voudrait me consoler. Elle prononce de bonnes paroles bien rassurantes. Mais la tristesse l'emporte et elle pleure avec moi. Il y a quelque chose d'admirable, d'unique dans cet amour. Votre mère est une sainte. Dites que je me rendrai à Lambesque pour l'assemblée des communautés, qu'ils m'attendent pour le premier, comme d'habitude. Et monsieur de Marseille? J'informerai l'évêque personnellement. Votre silence m'atteint au moment où moi-même je m'apprêtais à partir pour les rochers. Les coffres sont fermés, tout est prêt, mais je ne me résous pas à quitter Paris sans me rassurer sur votre santé. Je fais réflexion que d'ici jusqu'au rocher, c'est 100 lieues qui s'ajoutent aux 200 qui me séparent de vous. Voilà une cruelle arithmétique. Je n'oublie pas que j'ai promis de venir vous voir, mais entre la Bretagne et la Provence, il faut choisir. Notre comte Acqueville a tenté de me distraire et m'a conduite lundi dernier chez Madame de Lafayette. Nous y avons trouvé Madame de Marran, toujours ridicule, et Monsieur de la Rochefoucauld qui m'ont dit de vous rappeler combien il vous aime. Nous avons encore eu des désordres à Aix. On envoie une compagnie de gendarmes qui passe sous les ordres du lieutenant de police. Une compagnie de gendarmes pour Aix. Oui. Comme vous le savez sans doute, le roi est en Hollande et il se peut que nous évitions la guerre. J'ai vu la reine à Saint-Germain, elle vous transmet ses amitiés. Pour me désennuyer, je lis la dernière pièce de Racine qui est parue en librairie. Ce n'est pas grand-chose après Corneille. Je ne sais plus si je vous ai dit que j'ai reçu votre paquet de café d'Arabie. J'en ai eu un si furieux mal de tête que je me suis promis de ne plus toucher à cette boisson d'infidèle. Je l'ai donnée à Madame de Montausier, qui l'a donnée à son jardinier. Quelques cuillères de café sont un engrais sans égal, vont faire venir les laitues et les courgettes. Notre café d'Arabie, jeté aux courgettes. Ici, le chocolat n'est plus tellement de mode, mais je soutiens qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé. Enfant, je vous soignais toujours au chocolat et le lendemain, vous étiez sur pied. Que je suis inquiète pour vous. Ce n'est pas d'être veuve qui me pèse, c'est d'être mère. Une mère abandonnée. Mon cousin Bussy a demandé au roi son congé pour reparaître à Paris, et le roi le lui a refusé. Ne vous étonnez pas du désordre de ma lettre, c'est celui de mon cœur. Ma chère fille, ma toute bonne, où êtes-vous depuis 10 jours que je ne sais rien de vous? Je veux gronder, monsieur de Grignan, de vous avoir emporté si loin de moi. Il en a encore long. C'est presque fini. Allons, il faut qu'acheter cette lettre. Il me semble que c'est moi que je mets au tombeau. Pourvu que le prochain courrier m'apporte des nouvelles de vous. Il faut que j'en ai, car savez-vous ce que je ferai? Mais non, Madame de Sévigné, nous ne le savons pas. Je ferai une folie tout simplement. Adieu ma chère bonne, Quinette vous embrasse. Votre cher Grignan vous aime-t-il toujours bien? Je vous prie de l'aimer aussi. Faut rassurer votre mère.
Dites-lui que votre santé est excellente et que je veille sur vous. Je vais lui comprendre qu'une fille de votre âge a moins besoin de sa mère que de son mari. Je suis là de ces lettres qui nous arrivent par la poste comme une fièvre tierce, qu'elle écrive un roman, qu'elle se remarie, mieux qu'elle surveille l'éducation de notre frère qui passe pour un bien mauvais sujet. Enfin, qu'elle me laisse ma femme. Bon, voyons l'autre lettre. Je n'en supporterai pas davantage, je sais pour vous. Où en étions-nous? À l'Assemblée des communautés. Oui, alors le roi réclame 500 000 livres. Nous les obtiendrons si M. de Marseille ne s'y oppose pas. Quoi encore? Ce vendredi 15e de juillet, ma chère fille, encore aucune nouvelle de vous, je ne vis plus. Puisque mes malles sont prêtes, je pars pour la Provence. Oui, c'est vers vous que je vole. Je veux assister ma fille si elle est malade, recueillir ses dernières paroles si Dieu a décidé de la rappeler à lui. On dit que les chemins sont doux, les guets infranchissables. Une mère affolée se rit de ses obstacles. Ni Quinette, ni Dacqueville ne m'ont fait changer d'avis. Adieu, je cours après ma lettre. Tonnerre de tonnerre, maudits orages! Qu'on me dise pour quelle faute le ciel m'envoie cette pénitence. Que l'on prépare la chambre de Madame de Sévigné, près de la mienne. Près de la vôtre. Où loger une mère qui vient de faire de 100 lieues, à l'écurie. Monsieur le comte s'exagère les incroyances. Madame la marquise est connue comme une femme très bonne. Oui, bonne comme la pluie. Oh, monsieur le comte! Je pense pas qu'on ait bien compris quel mari je fais. Je vous rencontre à Paris. Je succombe à vos charges. Je vous épouse. Votre mère nous loge? Très bien. Elle nous entoure de ses amis. Pourquoi pas? Elle est 2 tiers dans toutes nos promenades. Tant pis. Je la vois prête à monter dans notre lit pour y dormir entre nous deux. Alors cette fois, oh là, il faut prévenir ce malheur. Je me jette aux pieds de sa majesté. Je la supplie de me confier une charge qui m'oblige à résidence loin de Paris. Mais alors le plus loin qu'il se peut. Sa majesté sourit. Et me voilà lieutenant général de Provence. Au parti, déluge de cris de larmes. Madame la marquise fait tant qu'elle retient sa fille enceinte. Que dit? Les hommes ne comprennent rien à ces choses-là. Alors, je pars seul. 10 mois passent. 10 mois. J'ai appris la délivrance de ma femme. Je l'ai invitée à me rejoindre. Je m'impatiente, je presse, je menace. Me voilà à méditer l'enlèvement de ma propre femme. Enfin, la raison l'emporte. La peur du scandale, peut-être. Et cette chère fille s'arrache à sa mère. Elle ose rejoindre son mari légitime. Sommes-nous délivrés? Non. La langue de la marquise est tombée dans son encrier. 2 fois par semaine, ces maudites têtes nous apportent sa voix. J'entends ses gémissements, ses bavardages empoisonnés. Elle est si malheureuse. Elle a du droit qu'on est femmes de mouiller leur mouchoir. Votre mauvaise humeur n'y changera rien. Et comme tout le monde, je me gratte ou ça me démange. Que diriez-vous si vous deviez choisir entre une mère et un mari? Je vous donne la préférence, il me semble. Mais vous êtes bien aimable. En bon chrétien, vous vous souviendrez du commandement qui dit d'honorer son père et sa mère. Mais cette femme est mon purgatoire. Vous voyez ce tableau? Oui, eh bien. Vous le voyez. Que représente-t-il? Ben, vous savez comme moi, Diane et ses chiens. Et vous l'aimez, je le sais. Vous m'avez plusieurs fois vanté le noble abandon de la déesse, appuyé sur son coude, la finesse de la chambre, la main qui caresse le col de son chien. Voudriez-vous en faire don à monsieur de Boisvert? Mais certainement pas. Mais que voulez-vous dire? L'attachement à l'œuvre vous inspire peut-être de la reconnaissance pour le peintre. Oui, oui. Est-ce que vous ne m'aimez pas autant que votre diable? Plus peut-être. Si vous aimez l'œuvre, soyez reconnaissant à l'auteur. Je suis l'œuvre de ma mère. Bien raisonné, madame. Heureusement que vous ne demandez pas d'inviter à notre table tous les auteurs des tableaux accrochés dans le château, sans compter l'architecte, les tâcherons et les bœufs qui ont tiré les pierres. Promettez, par amour pour moi, d'être aimable, patient, et de rendre à ma mère le séjour agréable. Monsieur l'abbé, ne vous mariez jamais. L'abbé est marié avec Dieu, qui s'est fait lui-même. Il est bien tranquille. Promettez-vous? Nous ferons donner de la musique et des comédies. Nous illuminerons le château et le prochain dimanche c'est la fête, en l'honneur de madame la marquise. Boisvert, vous redoublerez d'esprit. À propos de redoublement, la doublure de mon pourpoint s'en va. Monsieur le comte m'avancera-t-il de quoi la faire remplacer? Tenez. Vous entendez? Voilà un galop de chevaux. Un carrosse à 6
chevaux couverts de boue. On n'y met plus le blason. C'est ma mère? Mais oui, c'est elle! Oh, et la dame qui descend? Oh, c'est Ginette! Déjà? Mais comment est-ce possible? Courons vite l'accueillir! Petit Pierre! Ma perruque! Bon, terminons. Où en étions-nous? À l'Assemblée des communautés. Ah oui, je m'y rendrai le premier. Je l'ai déjà noté. Je n'ai plus l'esprit aux affaires. Nous reprendrons plus tard. C'est trop de bonheur, je vais mourir. 1 an, 5 mois et 25 jours amputés de ma fille, de ma chère fille qui est plus que ma vie. Comment ai-je pu résister à une telle épreuve? Jurez-moi que vous vous portez bien. Mais voyez vous-même, ma mère, ai-je l'air d'être malade? Dans mes bras, ma toute bonne. Madame la marquise! Oh, mon cher Grignon, embrassez-moi. Comment vous portez-vous? Moi, comme une femme qui vient de courir 200 lieues sans respirer. Oh, monsieur l'abbé, je suis contente de vous voir. Oh, et ce cher bois vert, toujours aussi polisson. Là, ma marquise, elle fait bon voyage. Oh, mes amis, mais quelle aventure! Ce voyage serait à mettre au rang des épopées. Mes malles étaient prêtes, mon carrosse brillant de tous ses cuivres, mes chevaux bien reposés. Je n'attendais qu'une lettre de ma fille pour partir en Bretagne. Mercredi, rien. Vendredi, rien. Je dis à Ginette, nous partons. Pour les rochers, non, pour Grignan. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, courez dire qu'on attelle le carrosse et qu'on charge les malles. Arrive le bon d'Agueville, qui nous surprend en plein déménagement. Vous partez, nous partons. Seuls. 2 femmes en carrosse, quelle imprudence. 2 femmes, dis-je, valent un homme. Oh, certes, mais les dangers. Mais quel danger? Dieu nous voit. Il nous prendra dans sa main et nous portera jusqu'à ma fille. Fouette cocher, nous voilà traversant la Bourgogne au galop de mes 6 chevaux. Oh, à mon jeu, on savait chez monsieur Janin qui nous en donne d'autres. Pauvres bêtes, elles ont gagné leur paradis. Excusez l'abbé. L'inquiétude d'une mère la ferait blasphémer. Vous oubliez de dire, madame la marquise, qu'il a plu sans discontinuer depuis Montjeu jusqu'à Lyon. Oh oui, la pluie et la boue ne favorisent pas notre course, mais enfin nous allons. Je ne sens pas la fatigue. À ce train-là, dit Ginette, nous allons rattraper le courrier. Mais c'était se réjouir trop vite, car en arrivant à Montbard, nous voyions un grand nombre de voitures arrêtées devant l'hôtellerie. Je demande ce que c'est. Un gros postillon nous dit que les eaux ont gonflé la Brenne et rendu le gué impraticable. Mais je me moque de ces menaces et je dis au cocher de poursuivre. Tout le village nous accompagne pour nous voir nous noyer. Les chevaux entrent dans l'eau, l'eau s'engouffre dans le carrosse, nous en avons bientôt jusqu'aux chevilles. Dites jusqu'au mollet. Et c'est à ce moment que vous commencez à pleurnicher que nous n'en sortirons pas vivantes. À quoi je réponds, fermez les yeux et priez. Songez à la douleur de votre fille. Oh, j'y ai songé. Mais nous étions à présent au milieu du gué. Même si nous l'avions voulu, la force du courant ne nous aurait pas permis de retourner. Le cocher encourage les chevaux et après avoir nagé un peu, il touche l'autre rive. Nous repartons sous les saluts et les vivants. Dieu vous protéger. 3 jours après, nous arrivons en vue de Lyon, n'ayant reposé les bêtes que quelques heures chaque nuit.
L'une s'est brisé les pattes. Les autres sont quasiment crevées. Mais je ne m'en inquiète pas. Nous allons poursuivre en barque. Monsieur et Madame de la Vergne accourent au-devant de nous. L'état de notre attelage les épouvante. Mais j'ai pris le parti de n'écouter personne. Je veux embarquer tout de suite. On pousse des cris, tout est bloqué. Même le courrier attend la décrue. Ce grand diable de Rhône n'est pas de mes amis. Oh, quel tableau! Non pas un fleuve, mais un déluge en marche, une colère liquide, roulant avec fracas des montagnes de boue. Et c'était lui, ce grand vilain, qui prétendait me retenir après avoir retenu les lettres de ma fille. Pour un peu, j'aurais fait donner le fouet. Je fais chercher des patrons de barque. Tous me disent qu'on ne peut pas naviguer dans un courant si violent. Figurez-vous des marins qui ne veulent pas mariner. Madame ne vous dit pas qu'il a fallu chercher ces pauvres hommes au cabaret et qu'ils étaient presque tous ivres morts. Taisez-vous, ma fille, je ne vous demande pas de parler à ma place. D'autant que Madame la Marquise raconte très bien. Hein. Nous voici donc dans ce cabaret puant en compagnie de Monsieur de la Vergne, qui me conjure de ne pas défier les forces de la nature. Je double, je triple le prix du passage. Le bruit de l'or dégrise mes hommes, ranime les courages. On consent à m'embarquer, moi qui n'ai mon carrosse, mon cocher et mes chevaux. Mais la charge est lourde. Le courant capricieux, nous sommes chahutés dans les tourbillons, 100 fois nous pensons chavirer. Ah, mais enfin, nous débarquons à Valence sous le soleil. Ah, les 2 derniers jours ne méritent pas qu'on en parle. Embrassez-moi, ma fille, et remerciez Dieu. Me voilà. Il faut vous gronder pour tant d'imprudence. Madame la Marquise court sur les traces d'Ulysse et de Jason. Oh. Ne me parlez plus de chemin, de chevaux, de cochers, de voitures. Je rêve. D'une machine volante, d'une nacelle magique qui me prendrait à Paris pour me déposer sans encombre sur la terrasse du château. Ma fille, ma chère fille, pourquoi êtes-vous allée vivre si loin de moi? 12 jours dans ce carrosse qui vous tape l'arrière-train sans répit. Je suis moulue. Allez vous reposer dans ma chambre. Oh non, plus tard que je vous vois encore un peu. Et je vais m'asseoir sur le canapé. Ça ne roule pas au moins. Oh, venez ma fille, venez vous asseoir près de moi, là, tout près. Tout contre, là, embrassez-moi. Et vous aussi, Grignan, j'ai plaisir à vous voir, mettez-vous de l'autre côté. Donnez-moi la main, l'un et l'autre. Madame la Marquise veut rester seule avec ses enfants. Retirons-nous. Oh, quelle surprise nous réserve la vie. Et puis, le courrier qui n'arrive pas, et me voilà entre vous deux, à l'heure où je pensais être au rocher. Dieu me pardonne, je ne veux pas d'un paradis où je ne serai pas assise entre ma fille et mon gendre pour l'éternité. Nous sommes bien, n'est-ce pas? Ah oui, maman, nous sommes bien. Et vous, Grignan? Moi aussi. Je suis bien.
chère Quinette, toujours belle, toujours triste. Vous ne m'avez pas écrit souvent. Je n'avais rien à vous dire. Oh, de votre part, même de rien m'aurait distrait. Personne n'est levé encore. Monsieur le comte est parti à la chasse avec l'abbé comme tous les matins. Et vous, vous ne chassez pas. J'aime trop les petites bêtes. Autrefois, je chassais la demoiselle, mais je ne cours plus si vite. Je loue les services d'une fille de cuisine que je partage avec l'abbé. Avec l'abbé? Ah, c'est un bon abbé, sans méchanceté, et qui juge très sainement les choses. N'en dites rien, votre maîtresse. Entre nous, Quinette, elle est folle alliée. Amenez-vous maintenant à Paris. Vous vous amusez? Pas un seul bal en 17 mois. On croirait la maison en deuil. La marquise est veuve de sa fille. Vous sortez bien de temps en temps, vous voyez du monde. Toujours les mêmes vieilles personnes qui moralisent. Nous allons aussi à l'église pour entendre des prédicateurs nous crier dessus. Le reste du temps, nous attendons le courrier. Qui nous apporte une lettre de notre fille ou qui ne l'apporte pas. Traitement de joie ou de dépit. Nous nous enfermons dans le petit cabinet de l'écritoire et la fin du monde pourrait bien sonner, nous n'entendons rien. Nous écrivons à notre fille. Madame la marquise n'a pas d'autre plaisir. Et vous, Quinette? Oh, moi? Vous allez parfois à Saint-Germain? Oui. Quand le roi y est, nous souffrons pendant une journée ou deux de nous faire écraser les pieds par la foule des courtisans. L'oncle de madame nous invite aussi dans son abbaye de Livry. Nous y parlons de Dieu et de madame la comtesse. Nous pleurons. Il croirait que madame la marquise passait autrefois pour Guillerette. Mais, comme me l'a dit son mari en confidence, elle a toute sa chaleur dans la tête. Réjouissez-vous, ma pauvre Quinette. Nous avons beau être au bout du monde, vous ne vous ennuierez pas chez nous. Vous succomberez à la séduction de notre soleil. Ici, les fleurs, vous êtes leur parfum au plein cœur. Elles ouvrent leurs pétales avec une indécence que Dieu permet. Vous aurez de la musique, vous aurez des bals, vous aurez de la promenade, des visites, vous aurez des joyeux compagnons et vous aurez des amoureux. Ne vous mettez pas en peine. Vous avez peut-être remarqué ce jeune homme un peu timide qu'on appelle Petit Pierre. Je l'ai aperçu. Lui avez-vous parlé? Oh, il était suffisamment occupé. On comprend qu'une demoiselle de Paris dédaigne un valet de province. Petit Pierre est un peu plus que cela. Son père armait des gabarres sur le Rhône, il a fait bon trou. Le pauvre enfant a dû se mettre en condition, mais ses qualités lui feront vite quitter la livrée. Le comte l'a pris en affection. Ce joli garçon chante, il écrit des vers, il excelle dans les... Qu'est-ce que c'est? En provençal, nous appelons ça charade ou une petite énigme, où l'abbé gagne presque toujours. Mais je pense qu'une dame préférera les madrigaux. Je ne suis pas venue ici pour entendre des vers. Vous m'avez arrêté là alors que je cherchais la chapelle. Je n'ai pas encore fait mes oraisons. La chapelle, elle est au bout du château, et bien délabrée. Pour ces oraisons, Madame la Comtesse utilise ce prie-dieu dans le coin. C'est son oratoire. Les prières montent au ciel de la même manière. S'il n'y a pas d'autre endroit, cela vous dérange si je m'agenouille un instant? Faites. Nous nous retirons de ce côté. Petit Pierre, tu es poète. Tu veux ta place dans les salons parisiens. Le succès auprès des dames, les fumées de la gloire. C'est bien d'avoir gagné la confiance de monsieur le comte, mais enfin, rien ne vaut la protection d'une femme. Une femme qui sera pour toi une mère, une muse, peut-être une maîtresse. Madame la marquise ne te serait d'aucun secours, elle ne vit que pour sa fille. Mais si tu sais t'y prendre, Quinette qui rêve là-bas, pourrait bien être la première marche de ta réussite. Suis-je, moi, pour une dame de Paris? Mais tout, si tu sais lui plaire, tu seras sa chose, son bichon, son favori, son petit liseur de vers. On t'a dit que Madame la marquise recevait autrefois des poètes. Montreuil, Marigny, Chapelain. Chapelain? Le grand, l'illustre Chapelain? Il vient encore quelquefois. Tu commences à comprendre? Chapelain. Moi, paraître aux yeux d'un tel génie? Quinette chantera tes talents à l'oreille de Chapelain, qui sera la seconde marche. Et puis après Chapelain, de nouveau, une femme.
Une femme brillante et bien en cours. À toi les succès, les pensions, l'académie. Ne perds pas ton temps et mets-toi à l'œuvre. Cette pauvre Tinette ne fréquente que des vieilles gens. Elle est bien seule. Une fleur assoiffée. Que faire? D'abord, la flatter. Ensuite, la flatter. Et enfin, la flatter. Je te la laisse. Et je t'appellerai Bonnet si dans 2 semaines, je ne la vois pas épanouie comme un tournesol, gaillard comme nos chèvres des collines. Oh, vous me prêtez des talents qui vous font certainement défaut. Tinette n'est plus une jeune bergère. Pauvre enfant. Toutes les femmes sont des jeunes bergères si on trouve les mots pour leur faire croire. Mais je ne serais pas sincère. Mais la galanterie se passe de sincérité. Récite-lui des poèmes, comme on fait des gammes sur un clavier. Si elle te dit que tu l'ennuies, ne la crois pas. Si elle te chasse, ne bouge pas. Si elle s'enfuit, poursuis-la. 3 ans à lui rouer le cœur humain à ses avenues souterraines. Et même si elle quitte la fortune, sache que tout en bas, au plus secret d'elle-même, elle est ravie. Mais si elle finissait par se laisser prendre mes flatteries, si à son tour, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas rien qui doit t'effrayer. Tu poursuivrais ton apprentissage dans un autre domaine. Elle a terminé, ça va être à toi. Maintenant? Maintenant. Je vous disais que Petit Pierre est poète et qu'il brûle de verser quelques vers de sa façon dans l'oreille d'une Parisienne délicate. Madame me fait trop d'honneur. Plus tard, il faut que je retourne voir si Madame la Marquise a besoin de moi. C'était l'affaire d'un instant. Petit Pierre, tu as bien une ode à Phyllis ou à Uranus. Épître à Madame la Comtesse. Pas celle-là. À une muse inconnue. Très bien. Je peux? Oui, mais dépêchez-vous. Qui êtes-vous, ma belle amie, qui me parlez dans mon sommeil? Sachez-le, mon âme ravie a pris en haine le soleil. Magnifique. N'est-ce pas, Guinée? C'est magnifique. Si vous le dites. Je ne prétends pas rivaliser avec Chaplin. Heureusement, Cela me semble mauvais. pour la province, ce n'est pas mal. Je réussis peut-être mieux dans les charades. Puis-je continuer? Continuez ou ne continuez pas. Je continue. Oh, fuir le monde et puis vous suivre, au pays d'un oubli si doux, je brûle, je tremble, je suis ivre d'amour, je ne pense qu'à vous. Tinette, Madame, j'ai appelé, mais je vois que vous étiez occupée plus agréablement qu'à mon service. que Madame m'excuse, je n'ai pas entendu. Ah, vous non plus. Il y a 40 domestiques dans cette maison, et quand on en trouve un, ils s'amusent à dire des vers. Allez prévenir votre maître que je l'attends. À cette heure-ci, monsieur le comte est à la chasse. Ben alors laissez-nous. Ginette, je ne suis pas contente. Vous aguichez les jeunes gens. Oh, nullement, madame. Je cherchais la chapelle. On m'a retenue ici malgré moi. Le goût de la galanterie ne vous a pas encore passé. Vous savez pourtant bien ce qu'il vous a coûté. Ne me tourmentez pas, s'il vous plaît. Je ne vous ai rien caché de ma vie. Nous avions convenu de ne plus en parler. Je sais ce que je vous dois. Je ne suis pas pour autant votre enfant. Je vous prierai donc de ne pas m'humilier devant les gens. Mais est-ce vous humilier que de vous mettre en garde? J'ai bien entendu qu'on vous parlait d'amour et que vous y prêtiez une oreille complaisante. Ce jeune homme demandait mon avis sur des vers de sa façon. Quel mal y a-t-il à cela? À Paris aussi, nous sommes des poètes. Et vous ne leur fermez pas la bouche. Il me distrait de mes chagrins. Parce que vous seul avez des chagrins. Et que la ville, la cour, le monde doivent en être accablés. Qui les apaise, vos chagrins? Moi. Qui entend vos plaintes? Moi. Qui essore vos mouchoirs? Moi. En connaissez-vous une autre que moi, contrainte à une telle patience? N'abusez pas de votre autorité, vous allez encore me mettre en colère et je vais devoir m'en confesser. Vous devenez insolente. Allez passer votre colère dans la cour, je peux bien rester seule. Oh, mais
avec vous. Ah, il s'acharne après un lièvre. Mon chien boite, je n'ai pas voulu le stopper davantage. Madame la marquise vient dormir? Oh, très mal. J'ai tout fait. Maintenant que vous avez retrouvé votre fille, vous allez fondre mon charme dans notre copine. J'ai déposé en cuisine ma lipsière pleine de pain et de perles. Rien à voir avec ces pauvres bestioles du Nord. Celles-ci sont nourries de thym et de marjolaine, leur chair en est toute parfumée. J'ai ordonné qu'on les prépare pour ce soir et sous peine de mettre tous les marmitons au carême, qu'on vous en fasse souper. Madame la marquise va découvrir que jusque-là, elle ne savait pas ce que c'est que de bien manger. On a l'air de vivre à son aise ici. Autant qu'on le peut, madame la marquise. Et l'on s'accorde beaucoup de liberté. Mon gendre est à la chasse, les domestiques jouent aux boules, madame de compagnie se laisse compter des galanteries, ma fille dort. Chacun semble ne faire que ce qui lui plaît. Ah, monsieur le comte a réglé la vie du château sur quelques principes et tout le monde s'en porte bien. Ainsi, les après-midi et les soirées sont dues à la société, mais les matinées appartiennent à chacun. De sorte donc que le lendemain de mon arrivée, personne ne s'occupe de moi. Mais je me multiplierai s'il le faut. Mais ce ne sera pas nécessaire. On vous aime beaucoup, madame la marquise. On vous adore. C'est une fête de l'arrivée de vos lettres. Madame la comtesse Ouélie. Ma fille, vous lisez mes lettres? Toutes mes lettres? Non, certaines, enfin, les passages les plus remarquables. Oh, j'écris sous la dictée du sentiment. C'est sans après. Mon amie Madame de Lafayette me dit que j'ai de l'aisance. Mais je sais bien que je suis brouillonne et que si l'on devait chercher un modèle dans l'art d'écrire, il suffirait de lire les lettres de ma fille. Ah, madame la comtesse vous aime tant. Ah, l'amour pour une mère est la plus belle des occupations, surtout dans un lieu où l'on s'ennuie. Un lieu où l'on s'ennuie, mais oubliez ces paroles. Tout ce que la Provence, comme jade de qualité, passe par Grignan. C'est à la fois le Louvre et l'hôtel de Rambouillet. On y mange royalement, on y danse, on y joue avec fureur. Le pharaon et le biribi sont très à la mode. Oh ben, ma fille ne m'a pas dit non plus qu'on jouait aux cartes. Ah, madame la comtesse s'en abstient. Elle préfère la lecture et la promenade. Ce sont des plaisirs que je lui ai enseignés. Nous nous promenions souvent au rocher. Les chemins sont très agréables ici, Ah bon? à condition de rester prudent sur les escarpements qui servent le château. Une canne et le renard domestique ne sont pas de trop. L'autre mois, madame la comtesse a voulu descendre seule, son pied a glissé et est tombé. Ma fille est tombée? C'était grave? Elle a gardé la chambre quelques jours. Ma fille se blesse. Elle m'écrit 2 fois par semaine et ne m'en a rien dit. Oh, vous me l'avez changé, monsieur de Grignan. Madame la marquise, les respects. Avez-vous passé une bonne nuit? Ah, très mauvais. Je me suis tournée dans tous les sens. Avez-vous salué votre fille? Elle dort. Heureusement, vous avez trouvé l'abbé. Ah oui, monsieur l'abbé m'a tenu compagnie pendant que chacun allait à ses occupations. C'est que je comptais mettre un beau lièvre à vos pieds. Il m'a échappé. Et maintenant, la charade. Alors, nous jouons à la charade tous les matins. C'est un bon exercice pour l'esprit. Mon premier est une pie. Mon second ne dit pas la vérité. Mon tout est un sentiment de gêne. Une pie. Qu'est-ce qui est une pie? Aidez-moi, madame la marquise. Agacement. L'agace fait son nid, et celui qui ment ne dit pas la vérité. Mais vous trouvez trop vite, l'abbé. Mais laissez-nous une chance. Avez-vous remarqué, madame la marquise, à quel point ce garçon est spirituel? Alors, il fait aussi des chansons, des poèmes, des bourrinés. Je l'ai chargé d'écrire une ode en l'honneur de votre arrivée. Alors, il m'a promis de la terminer pour ce soir. Il vous la lira à souper, avec votre permission. Ne faites pas tant de frais. Je veux que vous soyez mieux accueillis à Grignan que vous l'avez été partout ailleurs. Prochain dimanche, il y aura fête au village.
le château sera illuminé de feux grégeois et vous recevrez l'hommage de toute la noblesse du comté auprès de votre fille, qui en était le plus bel ornement jusqu'à votre arrivée. C'est trop de compliments, mais puisque nous sommes seuls, ou presque, je voulais vous entretenir d'une pensée qui m'est venue en carrosse. Vous me comprenez, vous qui êtes souvent sur les routes. On ne traverse pas la France, on ne manque pas 100 fois de se noyer ou de se rompre les os sans retourner toutes sortes d'idées dans sa pauvre tête. La veille de mon départ, non, l'avant-veille, j'ai rencontré Monsieur de Pomponne qui vous envoie le bonjour et m'a appris le décès de votre collègue, Monsieur de Louvière. Monsieur de Louvière est mort, mais j'ai bien connu. Oh, pauvre Louvière. Il était lieutenant général de Normandie. En effet. La Normandie est riche. Et la proximité de Paris n'oblige pas le lieutenant à résidence. Enfin, il peut s'arranger. Monsieur de Pomponne me disait qu'une telle charge devait éveiller bien des convoitises, mais que le choix du roi se portera sur un homme d'expérience. Je n'en doute pas. Je connais cet homme. Ah bon? Qui est-ce? À mon tour de vous proposer une devinette. Elle est bien innocente. Vous ne voyez pas? Non. Regardez dans ce miroir. Moi? Vous-même, n'êtes-vous pas content d'une si heureuse promotion? Comme vous y allez, madame la marquise. Alors, Languedoc, Provence, Normandie, comme les tailleurs de pierre, j'aurais bientôt fait mon tour de France. Oh, mais je ne plaisante pas. Et je dis que vous devez vous déclarer candidat. Vous reviendrez vous fixer à Paris et nous recommencerons à vivre heureux tous ensemble. Vous habiterez les 4 pièces de l'étage et moi j'habiterai au-dessus. Oh, quand on a fait 200 lieues, que sont quelques marches pour monter chez sa fille? Je regrette. Cela ne se peut pas. Pourquoi? Parce que la cour, le roi n'ont pas pour moi les yeux que vous avez pour votre fille. Êtes-vous en disgrâce? Pas encore. Vous ne perdez rien à demander? Mais je sais que demander est le meilleur moyen d'exister aux yeux de sa majesté. Mais je ne veux pas courir de charge en charge, me jeter sur les provinces, comme sur autant de territoires conquis. Le roi a été assez bon pour me confier celle de mes ancêtres. Ce serait lui en faire reproche que de réclamer davantage. J'écrirai à Monsieur de Pomponne, il plaidera pour vous. Je vous prie de ne rien faire. Je suis né dans ce château. Depuis 10 siècles, la maison de Grignan est attachée à la Provence. Mes compatriotes ont prouvé leur estime. Un prince étranger exerçait sa souveraineté sur une de nos plus belles villes. 700 gentilshommes se sont levés à mon appel. Ils ont mis le siège. Orange est tombé. Non mais je comprends vos raisons, mais je suis au service de l'État, alors n'en parlons plus. Je vais demander si Madame la Comtesse est visible. Madame, votre mère se languit le jour. Je ne voudrais pas troubler votre plaisir. Je vous laisse. Mais que signifie ce départ? Et vous, ma mère? Vous ne dites rien. Vous vous êtes querellée? Parlez? Vous voilà enfin levé. Est-ce la paresse ou l'indifférence de l'enfant au berceau? On se ronge le sang pour elle. On ferait le voyage aux enfers pour lui épargner une maladie. En reconnaissance, elle dort. Vous avez décidé de me gronder dès le matin. On m'attendait au rocher. Le parc qui est plein de souvenirs de votre enfance. Oh, vous rappelez-vous, Pilois, notre jardinier, qui vous transportait dans sa brouette?
et nos promenades sous les grands arbres. Ah, nous avions établi des rapports de confiance entre deux cœurs naturellement destinés à s'entendre. Je ne vous demandais qu'une lettre par semaine. Vous avez voulu m'en envoyer 2, afin que votre vie n'ait pas de secret pour moi. Mais à peine arrivé, j'apprends que vous manquez de vous briser la cheville et que vous devez garder la chambre une semaine. J'apprends que votre demeure est un de ces tripots où l'on joue aux cartes. Je vois partout la licence et le gaspillage. Oh, la vieille radoteuse vous ennuie. Faut-il que je vous croie quand vous me dites que vous m'aimez? Je suis là devant vous. Vous ne m'avez même pas embrassé. Je n'ose pas, de peur d'augmenter votre mauvaise humeur. Dans mes bras, ma fille, ma chère fille, ma toute bonne. Oh, pendant quelle éternité j'ai attendu le moment de vous serrer ainsi. Oh, ma chère maman. Oh. Imaginez que vous rentrez dans une maison vide, où il n'y a ni père, ni mère, ni mari, ni enfant. Les uns sont morts, les autres sont loin. Et vous que j'ai retenu autant que je le pouvais, vous, à qui je tenais plus qu'au reste de la terre, vous aussi, vous m'avez abandonné. Il fallait rejoindre un mari. Vous ne saurez jamais ce que j'ai vécu depuis ce jour où j'ai cru qu'on m'arrachait le cœur. Quand je vous ai vu monter dans ce maudit carrosse, quand je vous ai rappelé pour vous dire un dernier adieu, j'ai compris que vous étiez devenu l'idole de ma vie. Rien ne me donne de distraction que vos lettres. Quoi que je fasse, vous êtes là, près de moi. Dans ma solitude, je vous invente. Je vous vois, je vous parle. Expliquez-le comme vous pouvez, c'est ainsi. Mais soyez heureuse, nous voilà enfin réunis. Oh oui, oui, je devrais, mais je ne peux pas. Tout à l'heure, j'ai demandé à votre mari d'acheter la lieutenance de Normandie. Il refuse. Oh, votre mari est bien dur, ma petite Françoise. Il a tout et ne ferait pas l'aumône du nécessaire. Pourquoi ne pas venir vous établir ici? Vous garderez votre chambre près de la mienne, nous ne nous quitterons plus. Monsieur de Grignan ne veut pas abandonner ses Provençaux. Et moi, j'abandonnerai mes amis. J'abandonnerai mon bon oncle Coulanges, mon bon ami Lamousse, d'Acqueville, Pomponne. J'abandonnerai votre frère qui n'est pas encore à Paris. J'abandonnerai les rochers, ma Bretagne. Allez établir mon frère, donnez-lui les rochers et revenez. Non. Non, je sens bien que je ne me plairai jamais dans ce maudit pays. Tout y est sec, l'air est mauvais. D'avoir passé une nuit sous votre toit, je me sens défaillante. J'ai des bouffées de chaleur. Mais quel remède à vos larmes? Me rejoindre à Paris. Et mon mari? Vous lui avez donné 2 héritiers, que demande-t-il de plus? Oh non, merde, vous voulez encore disposer de moi comme d'une enfant? Je suis votre fille, mais je ne vous appartiens plus. J'aime mon mari, et je veux rester près de lui. Oh, mais c'est une chose extraordinaire d'aimer encore un mari au bout de 3 ans. Il y a bien longtemps que j'envoyais votre père chercher ailleurs des plaisirs qui ne sont pas ceux d'une femme honnête. Vous me reprochez d'avoir conservé l'amour de mon mari? Oh, l'amour d'un homme est toujours intéressé. S'il vous aime, il vous suivra. Je ne vous ai pas éduqué pour vous voir mourir d'ennui au bout du monde. Vos amis vous réclament, vous êtes jeune encore. Votre place est à Paris. Et mes enfants? Vous les emmenez. Ou bien vous les laissez, peu importe. Ah non, mais non. Si vous vouliez me garder pour vous, il ne fallait pas me marier.
votre mère ne l'est pas. Moi qui vous ai tout donné. Vous n'avez pas le cœur brisé de me voir crucifié sur mon amour. Votre amour ne vous donne pas le droit de briser ma vie. Je ne suis plus votre petite poupée. Je ne vous suivrai pas. Eh bien, restez-y, votre chienne de Provence. Grignan me déteste et vous êtes sa bonne élève. Je regrette d'être venue. Je regrette de vous avoir mise au monde. Je regrette de vivre. Je n'ai pas su, moi, ce qu'était une mère. Elle est morte. J'avais 7 ans. C'est à peine si je me rappelle un visage confus tout au fond de mes souvenirs. Je vous souhaite d'avoir une fille que vous aimerez jusqu'à l'épuisement. Que la moindre de vos pensées lui appartienne. Qu'elle se nourrisse de votre vie et vous de la sienne. Qu'elle vous dévore le cœur. Et quand elle vous aura tout pris, qu'elle vous abandonne. Nous avons commencé par lui donner des fêtes. Nous avons fait venir tout ce que la Provence compte de gens d'esprit. L'abbé s'est attaché à son service, et j'ai supprimé les jeux de cartes. Les maçons ont percé une porte entre sa chambre et la vôtre. L'air de Grignan l'indisposait. Je l'ai conduite à Montpellier. À Lambesque, elle a suivi l'Assemblée des communautés. À Toulon, à Aix, à Marseille, elle a été reçue avec les honneurs dus au lieutenant général. Partout acclamée, partout fêtée. Mais à peine sommes-nous entrés. Elle reprend son masque de la mer des douleurs. Depuis 6 mois, je n'ai plus droit qu'à des regards sévères. Son œil toise, mon habit, notre table, mes gardes, mes chevaux, ma maison, nos moindres plaisirs sont empoisonnés. Mes frères sont venus, sont partis bien vite. Un grand linceul enveloppe Grignan. On n'ose plus vivre. Passez des journées entières dans sa chambre et vous en sortez avec les yeux rouges. Vous tombez dans des tristesses dont vous ne voulez pas dire la cause. Je gouverne la Provence et je ne gouverne pas chez moi. Vous avez sa confiance, elle. De quoi parle-t-elle quand vous la prenez? Elle remue des souvenirs, Paris, ses amis, les sermons de Bourdaloue, les habitations à Saint-Germain à Saint-Cloud, le parc des Rochers, sur tous à Bussy. Oui, ça dit quand je n'existais pas. Allez chercher Quimet. Dites que la comtesse la demande. Mais qui me délivrera de cette femme? Reprenez-vous, monsieur le comte. Je vous vois sur le point de tomber dans cette marmite brûlante qui s'appelle la haine. La colère chasse les humeurs. Elle donne
soulève le cœur, vous élève au rang d'Hercule ou de Jupiter. La haine vous écrase, recueille les humeurs. C'est un poison qui se nourrit de votre sang, vous dévore de l'intérieur. La colère est une libération, la haine une maladie de l'âme, une perpétuelle torture qui se nourrit de son impuissance. Occupé nuit et jour de ceux qui vous ignorent, vous ne reposez plus. C'est vous qui entretenez votre propre martyre, tel un Saint-Laurent qui attiserait le feu sous son grille. Comme vous y allez, je vous vois joliment, vous, en haine de la haine. Je la crains, plus que tout. Qu'est-ce que la haine, monsieur le comte? Y avez-vous songé? La passion des faibles, des aigris, des jaloux, des médiocres. Je me demande comment les gouvernements si prodigues en interdiction n'ont jamais songé à prévenir cette maladie en faisant voter une loi contre la haine. Comment notre sainte religion ne la place pas au nombre des péchés capitaux? Rejetez loin de vous la haine, monsieur le comte. Vous n'en sortirez pas sans avoir vu toute la marmite. Que fait votre maîtresse? Elle écrit une lettre. Que je n'aurais pas aussi des raisons de haïr la poste. De Grignan, des lettres partent sans relâche pour Paris, pour la Bourgogne, pour les armées. Mais de quoi parle-t-elle à ses lettres? Il est bien utile d'arracher le vote des 500 000 livres réclamés à la Provence, quand la coterie des Sévigné siffle aux oreilles de sa majesté. Vous tiens, monsieur le comte. À votre place, je lui confisquerai le papier. Vos conseils sont excellents pour un homme qui s'est toujours contenté de la femme des autres. Les deux avantages d'une femme illégitime, on peut en changer et qu'elle ne vous met pas sa famille sur les bras. Dans le mariage, c'est toujours la belle-mère qui pose problème. Une épouse est jeune, on l'appelle une belle-mère. C'est raide comme du bois sec. On ne la change plus. Moi aussi, autrefois, j'ai rêvé au mariage. Quand j'entrais dans une famille, je ne regardais même pas les filles. J'écoutais parler la mère. Je la voulais ni sotte, ni dévote, ni despote, ni dévorée de préjugés, comme un chien plein de puces. À mon retour d'Espagne, je me retrouve séjourner quelques semaines à Bordeaux. Je n'avais pas mangé tout mon bien à l'époque. On me présente à Madame de Jarente, qui avait 3 filles élevées au couvent. Oh, la délicate, la délicieuse, la ravissante belle-mère. Une femme qui savait penser et qui savait rire. Devenir son gendre me jetait dans des palpitations, des transports. Inutile d'aller chercher plus loin. J'avais trouvé la belle-mère de ma vie. Je me représentais 3 filles à son image. Un soir, que j'étais à souper avec monsieur et madame de Jarente, je leur déclare tout net qu'entrer dans leur famille est ma seule espérance au monde. Et l'on ne vous a pas agréé. Monsieur et madame de Jarente tombent dans mes bras, m'appellent déjà leur fils. Puis, ils se regardent. À laquelle de nos filles prétendez-vous? Demande madame de Jarente. Puisque je n'en connais aucune, je réponds que je prendrai l'aîné. Oh, c'est impossible, dit monsieur de Jarente. Notre aîné est tombé sous l'emprise d'un confesseur qui l'a persuadé de devenir religieux. Nos efforts sont restés inutiles. Elle réclame à grands cris de prononcer ses mots. Qu'importe, je prendrai la seconde. Monsieur et madame de Jarente se regardent encore. Nous ne la refusons pas. Elle a de très beaux yeux, mais c'est tout ce qu'elle a. Elle libre à vous d'épouser une bossue qui se met sur un pied beau et dont l'esprit, la malheureuse, marche tout aussi droit. Vous n'avez pas de chance. Mais je suis obstiné. Puisqu'il en est ainsi, je prendrai la 3e. Monsieur et madame de Jarente se regardent encore. Nous vous la donnerons, dit ma future belle-mère. C'est une enfant exquise, rieuse et bien faite. Mais revenez un peu plus tard, elle n'a que 9 ans. Il est heureux pour moi que monsieur le comte n'ait pas entendu plus tôt vos conseils. Je ne voulais pas vous offenser. Une autre que moi l'aurait sans doute pris plus mal. Où allez-vous?
Je ne sais pas. Je peux vous accompagner? Je crois que madame m'appelle. Je n'ai rien entendu. Dites à Petit Pierre que je veux le voir. C'est un religieux qui arrive à l'octroi. Avez-vous des biens à déclarer? Le bon père pose les mains sur sa poitrine. Ici, un cœur qui ne bat que pour Dieu. Plus bas, un nécessaire d'homme qui n'a jamais servi. On s'ennuie? Oui. On s'ennuie. Vous avez appelé? Petit Pierre, il y a longtemps que tu ne m'as rien dit de tes amours avec la demoiselle Kinès. Forteresse imprenable, monsieur. Je lui ai récité 50 poèmes. J'ai lu et presque appris par cœur un traité de morale pour une fait sa lecture de chevet. J'ai guetté tous les instants où elle s'éloignait de la marquise. Je lui ai baisé 2 fois la main par surprise. Et cette main m'est revenue très chaleureusement sur la joue. Enfin, c'est à pleurer de voir un visage si tendre. Ma fille n'est pas avec vous? Elle vient de sortir. Ici, on passe son temps à se chercher ou à se fuir. Restez, madame la marquise. Il est bientôt l'heure de souper. Je n'ai pas faim. Et je crois bien que j'ai pris froid. Oh, la belle idée de bâtir un château sur ce piton, comme pour l'offrir aux gifles du vent. L'été vous écrase de chaleur, l'hiver vous met à la glace. J'irai plus loin que madame la marquise. Il souffle un vent de mécontentement. Le bruit est arrivé. Je vais aller voir. J'écris des lettres. Il faut bien s'occuper. Une partie de dame. Si vous voulez. Les noirs ou les blancs? La couleur de mes sentiments. Vous ne sentez pas un courant d'air? Voulez-vous que nous changions de place? S'il vous plaît. Ginette, je vous croyais plus gentille. Je vous ai blessé, Petit Pierre est au désespoir. Vous payez mal ses intentions. qu'il les porte à une autre et qu'il me laisse en paix. Vous n'aimez pas la poésie? Comme tout le monde. Alors, Mais je n'aime pas la médiocrité. donnez-lui des conseils. Petit Pierre ne demande qu'à apprendre. Mais cette poésie galantée d'un fade, ce ne sont que nymphes, cupidons, bergers, serments, cœurs saignants. Mais parlez-moi de la poésie dramatique. Les sentiments vrais, avec les mots vrais, c'est au théâtre qu'on les trouve. Mais songez que Petit Pierre n'a jamais quitté sa province. Il profiterait avec des bons exemples s'il pouvait entendre Racine, Molière. Molière, ne me parlez pas de cet homme-là. Hein. Et un, et deux. Quelle faute! Et 1, et 2, et 3. Que vous a-t-il fait? Il m'a fait que je ne l'aime pas. Il n'écrit pas assez bien. Trop bien, au Je ne contraire. comprends pas. L'année dernière, il a joué une pièce. Une pièce sur les femmes. Oh, j'en suis encore toute furieuse. Il tourne les femmes en dérision parce qu'elles veulent apprendre, comme les hommes. Pour lui, une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint avec un autre chose. Il ne faisait que donner la parole à l'un de ses personnages. Mais ces mots vous tombent dans l'oreille comme la voix de la vérité.
Il le pense, j'en suis sûre. Et vous aussi, avouez-le. Vous cherchez querelle? Le public riait, cette bande de benets. Non, ne me parlez pas de Molière, je me fâcherai. Alors, vous voudriez être savante? Est-ce que je suis savant, moi? Est-ce que je m'en porte plus mal? Madame la marquise, venez à mon secours. Le chevalier refuse que nous soyons savantes. Dites-lui que c'est un imbécile et que j'ai voulu, moi, que ma fille soit instruite. Tout ce qu'une femme peut apprendre, on le lui a enseigné, même les mathématiques. Voyez ce que j'en ai fait, et dites-moi si vous ne trouvez pas en elle toutes les raisons d'admiration. Un exemple. En 1663, au Palais des Arts, Sa Majesté, qui s'y connaissait, n'avait Dieu que pour ma fille. Quel triomphe pour une mère! Vous avez peut-être raison. Peut-être. Bien sûr que j'ai raison. Quand on n'a pas notre plaisir, on s'y attache. Vous êtes si malheureuse. Vous savez ce que c'est que d'être seule? Comme un homme qui a manqué tous ses mariages et qui se retrouve au seuil de la vieillesse à faire rire monsieur le comte pour ramasser les miettes qui tombent de sa tête. Au moins, vous vous amusez. Mais parce que j'ai l'humeur à cela. Pas vous, sans doute. Je vous présente un petit jeune homme très bien de sa personne qui ne demande qu'à vous servir et vous êtes agréable. Vous le refusez. Je vous l'ai dit. Je suis fatiguée de ces petits vers sucrés. Que cherche-t-il à jouer les faux amoureux? Vous êtes étrange. Oh non, très ordinaire. Mais enfin, comment faites-vous pour vivre sans aimer? On le veuille ou non, le cœur s'attache à un petit quelqu'un. Le comte aime la comtesse qui aime le comte. La marquise aime la comtesse. Vous, personne. C'est ce que je ne comprends pas. J'aimais un jeune homme. Mes parents m'interdisaient de le voir. Ils rêvaient d'un meilleur parti pour moi. Nous nous retrouvions chez une amie. On nous a surpris. Le lieutenant de police agissait sur lettre de cachet. Ils m'ont enfermé au couvent et lui, pour tentative d'enlèvement, ils l'ont condamné aux galères. Je me suis sauvée. Après bien des misères, je suis entrée au service de Madame la Marquise. C'est tout. C'est mon histoire. Je n'ai jamais eu de nouvelles de mon fiancé. J'ignore s'il est encore en vie. Trop d'années ont passé pour me laisser quelque espérance. Je l'aime encore. Essayez maintenant de me séduire avec une ode ou un madrigal. Tout va bien, Madame la Marquise? Ginette, apportez-moi mon eau de la reine de Hongrie, je ne me sens pas bien. Bien, Madame la Marquise. Vous voyez toujours, Madame Colbert? Il m'arrive de lui rendre visite. Une femme généreuse, m'a-t-on dit. Oh, elle a toujours un mot aimable pour ma fille. Qui aurait prévu que son mari s'élèverait à une position si considérable? En sa qualité de ministre de la Marine, il exerce un contrôle sur les galères royales. Oh, c'est possible, oui. Dame, Vous trichez, monsieur l'abbé. Je ne peux pas jouer si on me parle en même temps. Oh. Oh, arrêtons cette partie, je suis fatiguée. Monsieur l'abbé, puis-je vous entretenir en particulier? bien sûr, je suis à votre disposition. Je me retire. Oh, merci, chevalier. Depuis longtemps déjà, je voulais vous consulter sur la conduite que je dois tenir dans une situation où je cherche avec peine le chemin du salut. Mon cœur vous est plus secret. Vous m'avez souvent insisté de votre aimable présence. Vous savez que mon séjour à Grignan ne m'a pas apporté tout le bonheur que j'en attendais. Je me croyais mieux aimée. Allons, vous avez séduit toute la noblesse de Marseille et de Toulon. Monsieur le coadjuteur m'a encore chargé de vous transmettre ses compliments. Je vous parle de Grignan,
Monsieur le comte retient sa langue, mais ses yeux me reprochent sans cesse le moindre attachement à l'égard de ma fille. Vous savez comme je suis attachée à cet enfant. Des craintes pour sa santé, le courrier qui n'arrivait pas, je suis partie pour Grignan. Je voulais me rassurer, sais-je, sans savoir encore que je caressais au fond de moi l'espérance de repartir avec elle. Ils s'y sont refusés, l'un et l'autre. Les textes sont formels. La femme habite chez son mari. Oh, Dieu aussi est contre moi. Ah. C'est vous qui êtes contre lui. Hélas, je crois que vous avez raison. Non. Mon oncle d'Andilly me reprochait souvent de préférer la créature au créateur. Dieu aussi est jaloux. Oh, je vois bien qu'il me faut renoncer à cette douce présence dont ma vieillesse croyait se réchauffer. Je dois me réconcilier avec ma fille et mon gendre. Voulez-vous les appeler? Oui, madame. Je dois accepter. Je dois accepter. Ah, mes enfants, approchez, approchez. Que je vous embrasse avant de vous quitter. Vous nous quittez? Oui, je rentre à Paris. Mais quand? Aussitôt que possible, j'aimerais être arrivée pour le carême. C'est un voyage bien imprudent pour la saison. Retardé de quelques semaines. Vous ferez vos Pâques avec nous. Oh, vous êtes trop bon, mon cher Grignan. Ma place n'est pas chez vous. Et nous recommencerons à nous écrire comme autrefois, n'est-ce pas, ma fille? Mon imagination saura désormais où vous prendre. Je vous verrai dans votre chambre, à la promenade. J'emporte tout Grignan pour emmeubler ma solitude. Oh, mais qui parle de solitude, j'aurais bien des visites à rendre, et mes affaires me réclament. Mes amis me reprochent souvent de préférer ma fille à mon fils qui n'est pas encore établi. Pour toutes ces raisons, il me faut rentrer à Paris. Alors, souffrez qu'on vous accompagne au moins jusqu'à Lyon. J'enverrai d'avance mon carrosse, vous aurez des chevaux frais, et nous jouirons de votre présence pendant quelques jours encore. Merci, mon cher Grignan. Je vous ai toujours regardé comme le plus brave homme du royaume. Et je vous laisse également d'aller, avec la tâche de vous distraire jusqu'à Paris. La compagnie de femmes d'esprit abrège tous les voyages. Et j'ai pu vous dire un secret. Je me languis de Paris. Il y a longtemps que je n'ai pas vu jouer les comédiens. Mais songez désormais, mes enfants, que c'est vous qui me devez une visite. Voilà 2 ans que monsieur le comte n'a pas pris de congé. On ne saurait le lui refuser. Je le demanderai quand le roi sera rentré de Hollande. Je ne parle d'ailleurs pas tant pour moi que pour ma fille. Je souffre de la voir si maigre. Si vous tenez à sa santé, vous ne la retiendrez pas dans ce château qui ne lui vaut rien. Vous me dites que notre climat ne soit plus sain que celui de la Bretagne? Saint, votre climat. Il a fallu que je vienne chez vous pour tomber malade. L'air est hostile. Il faut y être né pour y vivre. Libre à vous de préférer la pluie et les climats. Ma Provence m'est chère. Et je vous prie d'en parler autrement. Et regardez-la sur une carte, votre Provence. Toute la France est assise dessus. Madame, vous insultez votre gendre. Mère, je vous en prie, abandonnez cette querelle. Vous, ma fille, c'est une affaire entre votre mari et moi. Est-ce que je n'aurai pas le droit de vous défendre contre toutes les mauvaises influences dont je vous vois environner? Mais quelle mauvaise influence! N'oubliez pas vos bonnes résolutions, madame la marquise. Vivez en chrétienne. Mais est-ce qu'on est chrétien avec moi? Oh non, non, j'ai trop pleuré en silence et je ne me tairai pas davantage. Oui, je m'en vais. Je vous débarrasse.
rentrer dans ma maison vide. C'est mon destin de vieille femme. Mon mari est sous terre, mon fils aux armées, ma fille au fond de cette maudite Provence. On m'avait pourtant assez mise en garde. Vous n'êtes plus ma fille, vous êtes une Grignon. Cette union achèvera le deuil de ma vie. Maintenant, mais qui croyez-vous être avec votre marquise? Et vos alliés, qui sont-ils? Un Fouquet en prison, un Gondy en disgrâce, un Bussy en exil. Mon ancêtre, Adhémar de Grignon, s'honorait à la première croisade, quand les Sévigné labouraient en sabot la terre de Basse-Bretagne. Son propre aïeul, Lambert Adhémar, était duc de Gênes, vicomte de Marseille, baron de Montaigne. Ma famille compte à ce jour plus d'évêques et de capitaines que vous n'avez de doigts aux deux mains. Oui, une famille de la main tendue, sous vos titres, sous vos mitres et vos uniformes. Vous n'êtes que les gueux. Mais j'en connais, moi, qui voudrais être gueux, avec 2 millions de soleils. Le joli parti, en effet. Commencez par retirer 150 000 livres de charges et de dettes héritées de votre père, dont vous n'avez rien dit. Pas plus que des 400 000 livres dus à vos frères et sœurs pour leur part légitime. Soustrayez encore le remboursement des dots de vos épouses décédées, le total de vos emprunts pour acquitter le dû de votre charge et vos dépenses ordinaires, le domaine réservé aux filles de votre premier lit, qu'il faudra bien doter un jour ou l'autre. Je vous ai suivi à l'Assemblée des communautés. Ce n'était que carrosse, habits toujours nouveaux, fêtes, défilés, banquets, à vos frais. Enfin le train d'un vrai petit roi de Provence, cousu d'or et de tête, avec 10 000 livres de revenus et 100 000 de dépenses annuelles. Je pardonnerai encore à votre banqueroute si vous étiez un homme de cœur. Mais non content de prendre mon argent, vous avez fait pire. Vous avez enlevé ma fille pour l'emporter comme un voleur jusqu'en ce lieu d'exil. Non, madame la marquise, la Provence n'est pas un pays. C'est le plus beau pays du monde. Alors, vous n'y êtes pas. J'ai demandé ce gouvernement, j'ai payé avec de grands sacrifices. Je ne supportais plus de partager l'habitation d'une femme qui s'entremêle perpétuellement entre mon épouse et moi, qui a 1000 secrets pour elle, qui entretient notre temps et nos plaisirs, qui conduit notre ménage, qui compte jusqu'à nos serviettes, qui nous impose ses amis, qui se relève la nuit pour épier les bruits de notre chambre. Je comprends maintenant que je n'ai pas fui assez loin. Et si vous continuez à m'importuner, je demande le Canada. Le Canada. Vous ne l'aurez pas. Je ferai agir mes amis. Je me jetterai aux pieds du roi. Ou si vous l'avez, j'empêcherai bien ma fille de vous suivre dans les glaces, au milieu des sauvages. Et vous n'empêcherez rien. Et ma femme me suivra. Et maintenant, montez en carrosse, madame la marquise, et fichez-nous la paix. La paix. Oui. Le Canada. Oh mon Dieu, vous. Oh, ma mère, qu'avez-vous? Quelqu'un vite. S'il vous plaît, vite. La marquise, mais que vous arrive-t-il? Portez-la dans ma chambre, vite. Si vous me l'avez tué,
Une nuit agitée. La saignée a paru la calmer, mais vers minuit, elle m'a demandé de lui relire votre lettre. Elle a soupiré, elle a voulu dicter une réponse. Elle ne trouvait pas les mots. Elle s'est mise à pleurer. J'ai essayé de lui faire prendre un peu de bouillon, mais c'est à peine si elle a pu avaler la moitié d'une tasse. Enfin, elle s'est assoupie et je venais de m'endormir quand elle m'a rappelé. Elle avait la fièvre. Ses draps étaient trempés. Je lui ai lu un chapitre des essais de morale que nous avons commenté, elle, d'une voix très faible, presque mourante. Vers le matin, elle a trouvé la force de me dicter cette lettre. Ma chère fille, je suis bien mal. Une voix me dit que je ne pèserai plus longtemps sur cette terre. Vous avouerai-je que je n'en conçois ni douleur ni amertume. J'offre à Dieu mes chagrins et mes larmes. Qu'il m'en délivre ou qu'il juge bon de les prolonger pour le châtiment de mes fautes, je n'examine pas. Ne cherchez plus à me revoir. Laissez-moi seule avec ma conscience. Au reste, je suis épuisée. Gardez-moi toujours dans votre cœur. Adieu. Pauvre mère. Et depuis 3 jours, nous tremblons devant la porte close, Madame la Marquise, qui nous menace de son trait. Mon ami, ayez pitié d'une femme réduite à une telle extrémité. Poivert, qu'en pensez-vous? Comédie, monsieur le comte. Chevalier! Veuillez m'excuser. Vous êtes comme ces belles provinces pour lesquelles se déchirent les puissances du monde. Et quoi qu'elles disent, Madame la Marquise n'a pas renoncé à vous. Monsieur l'abbé, vous seul pouvez nous tirer d'embarras. Je sais qu'elle a refusé de vous recevoir, mais je vous demande d'essayer encore une fois. Si la crise vous semble sincère, usez de toutes les ressources de la parole, présentez-lui nos excuses, et tâchez de lui rendre l'espérance. Si vous n'y voyez qu'un caprice de vieille dame, agitez hardiment la menace du ridicule. Je sais écrire, moi aussi, et j'ai des amis à Paris et à la cour. Je ferai de mon mieux. Forte partie. Rien n'est redoutable comme l'amour des mères. Leurs yeux ont plus à craindre que les canons. Les boulets vous manquent. Les larmes vont droit au cœur. Connaissez-vous l'histoire de Jean le Simple? Est-ce le moment de nous amuser avec des histoires? Elle est morale, vous allez voir. Une veuve avait un fils unique. Beau, bon travailleur, en âge de se marier, gentil. Elle lui disait, mon petit Jean, tu es donc bien pressé de me quitter pour aller avec une autre femme? Je n'ai que toi, et je ne vivrai pas longtemps. Je te garde un trésor que tu trouveras sous mon oreiller. Ainsi doté, tu feras un bon mariage. Dis, tu attendras, mon petit Jean. Mon petit Jean se rend à ses bonnes paroles, tout en se désolant de voir son bonheur suspendu au trépas de sa mère bien-aimée. Les mois passent, je veux dire les années. Elle souffre, elle jeûne, elle s'incline un peu plus vers la terre, mais elle vit. Son fils voyait fuir sa jeunesse. Toutes les demoiselles de son quartier étaient mariées. Elle faisait trotter des enfants dont il aurait pu être le père. Pleurait en silence, mon petit Jean. Et il sentait bien qu'il aimait sa mère un peu moins. Elle vivait maintenant presque toujours couchée. Patience, mon petit Jean, patience. Et elle levait vers lui ses pauvres yeux noyés d'amour.
C'est un bon fils, mais parfois lui passe par la cervelle des idées si terribles qu'il court sans confesser. Enfin, le temps finit par avoir raison, et la terre s'est à peine refermée sur sa bonne mère que le vieux garçon court à la chambre. L'oreiller vole. Qu'est-ce qu'il voit, mon petit Jean? Une boîte. Une boîte bien petite pour contenir la fortune promise. Le couvercle saute. Il y découvre un portrait d'enfant. Son portrait. Au dos, en petites lettres rabougries, il lit « Mon trésor ». Vous voyez, il ne faut pas être trop gentil. Ah, ne prenez pas plus de sotte. L'abbé ne revient pas. Bonne nouvelle, c'est qu'on parlemente. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Canada? Vous ne m'en aviez jamais parlé. C'est exact que le gouvernement du Canada est à pourvoir. Je le sais de manière officielle. Vous ne pensez pas sérieusement réclamer cette place? Cela dépend de votre mère. Si elle s'obstine à entretenir le désordre dans votre maison, oui, oui, je fuirai jusqu'au jour sauvage. Ces lettres vous suivront. Pas toutes. Certains vaisseaux font naufrage. Vous êtes dur, et je vous aime moins. Vous découvrez ce que votre mère a compris depuis bien longtemps. J'étais un mauvais parti. Reconnaissez qu'elle a quelquefois raison. N'est-il pas vrai que les charges et les dettes opéraient votre fortune et que nous vivons sur ma dot? Ouais, laissez-nous. Si votre mère se connaissait en affaires, elle trouverait le moyen de faire entrer ces fermages. Elle ne sait pas non plus qu'un gouverneur de province ou son substitut représente le roi jusque dans les tribunaux. Quand les parlementaires de l'Ouest votent un impôt de 500 000 livres, il veut dire sur ma personne et sur l'ordre de mes carrosses le récépissé de leur largesse. Je m'étonne de pouvoir partager la même naïveté, mais en même temps vous êtes devant elle comme une enfant. C'est que toute comtesse que vous m'ayez faite, elle reste ma mère et je la respecte. Mais exigez qu'elle vous respecte de même. Vous avez grandi, vous êtes femme, vous êtes mère. Tenez-vous plus à distance. Je ne vous ai pas suivi assez loin. Mais je parle de la distance du cœur. Ces lettres où vous ne cachez rien de ce qui se passe ici nous font le plus grand mal. Mais c'est vous qui m'y avez encouragé. Parce que j'étais sensible à la douleur de vous perdre. Je l'avais éprouvé moi-même. Et je ne vous ai pas dit d'écrire 5 pages à chaque courrier. Ce ne sont pas des lettres d'ailleurs, ce sont des confessions. Vous vous prêtez ingénument à sa montrance, et je ne suis pas épargné. Ces lettres sont tout ce qui la tient en vie en mon absence. La maladie de votre mère, c'est qu'elle ne sait pas quoi faire de sa triste personne. Elle se cramponne et vous noirrez avec elle par amour pour vous. Vous ne la comprenez pas. Et que trop, que trop. Je suis là d'une femme enragée à cracher le venin de sa bonté, qui nous cite devant Dieu, qui voudrait mourir pour le plaisir de nous en donner le remords. Qu'elle regagne son pari, qu'elle se répande parmi les salons dont elle se croit l'ornement, ou alors qu'elle se console dans la religion, c'est de son âge. Mais qu'elle cesse de nous jouer la farce de son agonie. Parce que là je sens que j'ai plus de pitié. Oh, taisez-vous, vous me faites mal. Les affaires de commence m'attendent. Je suis retenu à la porte d'une recluse. Vous vous plaignez d'une porte et c'est un océan que vous voulez mettre entre nous. Mais dites-moi ce qu'il faut faire à la fin. Ah, ne criez pas, je suis assez malheureuse. Je veux crier, j'en ai le droit. La maison de Grignan a toujours vibré d'avoir des Grignans. Qu'il vibre tant qu'il voudra. Je ne vous ai pas épousé pour que vous m'arrachiez à une femme qui m'a fait ce que je suis. Je ne vous ai pas épousé pour satisfaire votre égoïsme, ni pour m'enfermer pour toujours dans ce château. Je suis comtesse de Grignan, mais pour le cœur, je suis aussi mademoiselle de Sévigné. La plus grande partie de ma vie s'est faite sans vous et vous n'y pouvez rien. J'aimerais toujours ma mère, quoi que vous en disiez. Ah, c'est elle que vous auriez dû épouser. Oh, mais cessez de vous moquer de tout, vous finirez par me perdre. Peut-être n'attendez-vous que ce prétexte. Vous ne m'aimez plus, vous n'osez pas le dire. Vous regrettez le monde. Paris, la cour vous réclame. Allez donc jouer la coquette sur les traces de votre mère. Couvrez-vous de gloire. Repartez avec elle. Faites-vous admirer sur un théâtre plus digne de vous. Monsieur l'abbé, Je lui ai parlé. comment va-t-elle? Visiblement épuisé de cœur. Comment dire? N'ayant pas encore épuisé l'effort de sa volonté. J'ai dit que je n'étais à votre insu et que seul me poussait mon amitié pour elle et le souci de son salut. À ces conditions, elle a daigné m'entendre. Je lui ai montré l'inquiétude dans laquelle nous étions tous, la douleur de Madame la Comtesse. J'ai fait valoir le remords de Monsieur le Comte. J'ai rappelé que Dieu commande le pardon des offenses. J'ai cité Saint Luc. Ces paroles ont touché ma femme. La voie me semblait ouverte pour une confession pleine et entière, mais
Madame la marquise s'est récriée que me trouvait bien plaisant. Elle n'avait rien à se reprocher et ce n'était pas à elle à demander le pardon des brutalités qu'elle avait subies. Brutalité. Je me suis agenouillé et près de son lit, nous avons prié. Après quoi, elle s'est inquiétée de sa fille. Je vous ai montré, madame la comtesse, perdue de douleur, ne dormant plus, inconsolable de ne pas être dans ses bras durant une telle épreuve. Madame la marquise a réfléchi en silence. Les larmes ont coulé sur ses joues. Puis elle a appelé Tinette pour aider à se lever. Elle arrive. Laissez-moi seule avec ma fille. Voici Kinette. Vous êtes sans force, laissez-moi vous raccompagner à votre chambre. Nous avons à parler. Je ne suis pas restée seule avec ma conscience pendant ces 3 jours et 2 nuits, m'attendant de rendre l'âme à chacun de mes soupirs, sans faire un douloureux retour sur ce que furent ma vie, mes actions. Ma vie, mes actions, mes fautes, oui. Oui, mes fautes en particulier. À votre égard, j'ai su vous élever. J'ai su vous aimer. Oh, combien. Je n'ai pas su vous marier. Et monsieur de Grignan me rend très heureuse. Oh, vous le dites et je vous croyais. J'ai voulu m'en persuader, même si je ne comprenais pas quelle feinte raison vous retenait ici. Soudain, votre mari m'est apparu comme le plus méchant homme du monde. Et j'ai compris que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de vous. Je ne puis vous laisser entre ses mains. Je vous ai donné étourdiment. Je vous reprends. Nous partons ensemble. Je ne veux pas. Je vous l'ordonne. N'ordonnez pas contre les lois. Le mariage est ses devoirs. Et les devoirs envers une mère. Je vous ai tout donné. La vie, les succès en société. Mon nom, il vous a tout pris. Qu'est-ce qu'un mari? Un étranger qu'on croise, qu'on élit à défaut des autres, dont on porte le nom et la livrée. Il ne consentirait pas. Vous le craignez et vous êtes à ses ordres. Pour échapper au vôtre, vous me parlez de votre amour, de l'éducation que j'ai reçue. Vous ne faites que rendre ce que l'on vous a donné, que je donne à mon tour. Je n'y vois rien là d'admirable. Je sais que vous pouviez me faire épouser un juge. Monsieur de Grignan passait par Paris et vous l'avez agréé par dépit. Non seulement je ne l'ai pas méprisé, mais je me suis attachée à lui. J'ai appris à le connaître. Je l'aime et je ne partirai pas. Regardez comme elle
Malcolm, je suis glacée. Ah! Et c'est vous qui me tuez, ma fille. Ah, mon cœur! Il va éclater. Je ne savais pas qu'on pouvait souffrir autant. Oh, oui, j'étais prête. J'étais prête à tout donner. Je le voulais. Mais Dieu m'en demandait trop. Je n'ai pas pu tenir ma parole. Mais ce n'est pas lui désobéir. Puisqu'il m'a fait ainsi, je vis. Pour vous aimer, c'est mon occupation. Une lettre qui n'arrive pas me jette dans des alarmes que ma raison ne commande plus. Je deviens folle. Mais même si mon mari me l'autorisait, je ne serais pas en état d'entreprendre un si long voyage. Pourquoi? J'attends un enfant. Je m'en doutais. Encore un enfant. Vous en avez déjà deux, dont un garçon qui portera le nom des Grignons jusqu'au milieu du siècle prochain. Est-ce que votre mari n'avait pas toutes les raisons de s'abstenir? Un homme 2 fois veuf! Est-ce qu'il veut vous perdre aussi? Oh non. Je voudrais qu'il soit devant moi, ce monstre de lubricité. Je lui parlerai comme à votre père, qui ne m'a plus approché après la naissance de Charles. Oh non! Voilà comment les hommes nous assassinent. Qu'ils se tuent entre eux. Mais qu'ils nous laissent vivre. Où comptez-vous faire vos couches? Ici, sans doute. Non! Vous accoucherez à Paris, entre des mains sûres, à ne protester pas. Et que ce soit la dernière fois. On vit très bien sans les hommes. Revenez à Paris et n'en partez plus jamais. Je vous l'ai dit, je ne peux pas. Voilà, mes palpitations me reprennent. Ah non. Sans plus ma respiration. Et c'est vous qui me tuez, ma fille. L'ombre d'une espérance peut-être me sauverait. Mais non, c'est encore trop pour une fille ingrate. Endurcissez votre cœur, mon enfant. Soyez heureuse. Et quand vous m'aurez laissé mourir de chagrin, que mes larmes retombent sur vous. Adieu. Je viendrai. Oui, mais je viendrai. Adieu, trop tard. Mon démon. Je vous en donne ma parole. Votre parole. Que vaut-elle, votre parole? Mais dites-moi, que faut-il faire?
Êtes-vous prête à jurer Devant Dieu. Apportez-moi le crucifix. Mettez-vous à genoux. Embrassez le crucifix. Dieu vous voit, il vous entend. Jurez devant ce crucifix que vous reviendrez vivre avec moi. Je jure que je reviendrai vivre avec vous. Même si votre mari s'y oppose. Je n'ai pas entendu. Même si mon mari s'y oppose. Oh, c'est bien. Vous êtes une bonne fille, je le savais. Mes palpitations s'apaisent. Vous me rendez la vie que je vous aime, ma chère fille. Levez-vous, mon enfant, levez-vous. Tenez. À la réflexion, il n'est peut-être pas nécessaire que nous partions ensemble. Votre mari croirait que je vous ai obligé, il m'en voudrait. Différé d'un mois, nous pouvons bien lui laisser cette satisfaction. Et s'il s'obstine, envoyez-le accoucher à votre place. Oh, c'est bon, nous avons fini. Hein? Dites qu'on peut venir. Vous avez une femme admirable, monsieur le comte. Nous avons parlé, comme seule une mère et une fille peuvent le faire. Nos bras, nos cœurs se sont ouverts, se sont confondus. Je suis réconciliée avec la vie. Ma respiration est plus libre. Ma poitrine se dégage, oui. Cela va mieux. Beaucoup mieux. Aide-moi. Est-ce qu'il est bientôt l'heure de passer à table? Qu'est-ce qu'on mange? Je remonte des cuisines. J'ai vu mijoter dans du vin blanc un cochon de lait parfumé avec force et fines herbes. Oh, un cochon de lait. Sur un autre feu, cuisaient des pigeonneaux dans un ragoût de petits légumes. Pour le dessert. Pour le dessert, une génoise fourrée à la crème de châtaigne et rafraîchie d'un sorbet de melon.
cochon de lait. Une génoise. Oh, voilà qui s'appelle bien traiter sa belle-mère. Ah, dès que j'aurai repris quelque force, je rentrerai à Paris. Faites-moi simplement préparer de bons chevaux. Je n'épargnerai rien pour vous faciliter le voyage. Vous avez pleuré, madame la comtesse? Taisez-vous. Quinette, vous êtes contente de revoir Paris? Oh oui, madame. Moi aussi, je m'ennuyais. Oh, Je suis ravi de ce dénouement inattendu. Méfiez-vous de la veuve. Pourquoi? Elle a de l'appétit, c'est mauvais signe. Tu es encore du voyage? bah avec grand plaisir. Quand vous irez voir madame Colbert, n'oubliez pas d'amener Quinette. Elle a une faveur à lui demander. Quinette, vous avez des secrets pour moi? Oh non, madame. Vous ne voudriez pas me quitter par hasard? Mais Dieu m'en garde, madame. Ah. Que deviendrais-je sans vous? Petit Pierre, Oui, monsieur. la charade. Alors, silence tout le monde. Mon premier est un petit cube qui roule sur la table. Mon second est un rectangle qu'on ouvre et qu'on referme à son gré. Mon troisième est la pièce en demi-cercle qui sert à porter un seau. Mon tout est un sentiment heureux après une dure épreuve. Un petit cube qui roule. Un dé. Un rectangle qu'on ouvre et qu'on ferme. Des livres. Une pièce en demi-cercle qui sert à porter un seau. Des livres. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé.